Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Désolé de provoquer un chamboulement dans l'organisation et merci de m'autoriser de passer un peu avant. Effectivement, un problème de train, mais ça ne va pas forcément être impertinent par rapport à l'organisation et inopportun, puisque je vais poursuivre assez largement ce qui vient d'être dit sur la question des valeurs. Moi, je vais vous convaincre que tous les rôlistes sont des fascistes en puissance. Et évidemment, sur la question des valeurs, étant donné que je suis politiste, je vais m'intéresser à un angle très politique. Je vais essayer de considérer les univers de jeux de rôle comme des univers fictifs dans lesquels sont amenés les joueurs à faire une expérience de décentrement éthique, c'est-à-dire effectivement par l'altérité, par l'expérience de l'altérité, se mettre à la place de quelqu'un d'autre et donc revoir sa propre hiérarchie de valeurs. Et ce qui m'intéresse dans le jeu de rôle, c'est le processus d'élaboration des personnages, de la première rédaction de la fiche perso à l'évolution du personnage au fil des aventures, pour voir justement le poids des logiques biographiques, dans une logique sociologique, dans le récit qui est produit sur l'aventurier, par l'aventurier et ses compagnons, et sur l'effet de cette biographie, sur les décisions éthiques et morales qu'il va être amené à faire au cours de l'aventure. Alors, ça a été dit juste avant, chaque univers est régi par un ensemble de lois physiques d'abord, dans lesquelles je mets d'ailleurs aussi la magie, évidemment, et de lois sociales. Et ces lois sociales, évidemment, le joueur peut jouer avec ces contraintes. Il peut soit en approuver, soit en contester les fondements, et donc être sur un comportement qui va de conformisme à subversif, voilà, dans un arc classique. Je ne vais pas dans le détail, j'y reviendrai éventuellement dans les questions. Mais effectivement, pour moi, le jeu de rôle est intrinsèquement politique, en tant d'abord qu'il est un jeu social sur le social, avec en plus plusieurs niveaux de sociabilité. Ça a été dit plusieurs fois dans les interactions, en jeu et hors jeu. Il y a tellement de social qu'évidemment, il y a des rapports de pouvoir et de domination. On l'a bien vu avec notamment Vampire Masquerade, mais on le verra avec d'autres, et on peut penser voilà, aux 5 Anneaux, Shadowrun, Paranoia, mais en fait, tous les univers sont plus ou moins clivants, plus ou moins, ce clivage est plus ou moins fondateur de l'expérience ludique. Chaque univers véhicule une idéologie, effectivement, avec ses mythes, ses mœurs, ses institutions. Il y a un univers politique. Je reprends les clivages qui me semblent être exhaustifs, et vous me direz si j'en oublie. Conservatisme, progressisme, ouverture, xénophobie. Et oui, il me semble que l'univers de Tolkien est xénophobe, ce qui ne veut pas dire que l'auteur est xénophobe. Verticalité, horizontalité, liberté, autorité, égalité, compétition. Je rajouterais place du savoir et place de la croyance. Voilà. Et il est rare, me semble-t-il, même je ne l'ai pas trouvé, que le personnage soit livré à une utopie heureuse. Et d'ailleurs, on ne verrait pas trop quel type d'aventure il pourrait avoir si tout allait bien dans le meilleur des mondes. Finalement, à quoi il servirait. Donc, ces rapports de pouvoir et de domination, je vais prendre l'exemple de Vampire Masquerade, qui a déjà été cité abondamment juste avant. C'est toujours très impressionnant, encore plus en GN ou semi-GN, quand pendant toute une scène, un joueur se fait humilier parce qu'il se fait rappeler à l'ordre par le prince. Et quand on envisage le plaisir qu'on prend dans le jeu de rôle par le fait de vivre une expérience un peu extraordinaire, se faire engueuler par son patron, on peut se dire que c'est un peu décevant, quoi. On n'est pas forcément déplacé pour ça, quoi. Et pourtant, ce contrôle social, il est décisif dans l'expérience du jeu de rôle, parce que si l'univers présente des valeurs, les personnages, eux, sont là justement pour tester cette confrontation et le respect de cette idéologie. Lorsqu'ils se positionnent sur le dilemme, il faut qu'il y ait des répercussions. Ils peuvent donc, je l'avais dit, se conformer ou le contourner. Pour le contourner, il y a plusieurs méthodes, l'innovation, l'évitement, le détournement ou la subversion. Mais à chaque fois, il faut que leur comportement s'expose à des sanctions, via le maître du jeu ou via les autres, ou via les PNJ en tout cas, qui doit faire respecter de manière plus ou moins souple les normes. Et on est ici au cœur de la question éthique. Je définirai juste après éthique, mais au fond, c'est qu'est-ce qui fonde la morale d'un individu, que ce soit un homme dans la vie réelle ou que ce soit un personnage dans un jeu de rôle. Et j'aimerais vous convaincre, mais je pense que la plupart d'entre vous est déjà convaincu, que c'est tout sauf l'alignement. C'est pas comme ça qu'on décide. D'ailleurs, aucun d'entre vous ne se dit, bah voilà, moi je suis d'alignement dans la vie, bon, mauvais, chaotique, mauvais, et du coup, chaque décision que vous devez prendre, vous attendez, quel alignement je suis ? Et donc, en confrontant une vision très théorique de la morale comme pensée pure du rapport d'un sujet au bien et au mal, je vous propose plutôt une vision de la morale comme expérience pratique du dilemme, et dont le jeu de rôle serait l'expérience la plus pertinente. Que notre conception de la morale dépend de notre identité sociale d'une part, et d'un contexte social d'autre part. Alors Dostoïevski disait, si Dieu n'existait pas, tout serait permis. Dans le jeu de rôle, si le MJ n'existait pas, tout serait permis. Alors je prends une définition très extensive du MJ. Les MJ, ça peut être effectivement l'ensemble des joueurs. En fait, plus que le MJ, en fait, c'est l'univers social.
Et je crois que la conclusion d'Isabelle était, in fine, c'est la table qui décide. Moi, je dis non, in fine, c'est l'univers qui décide, ouvrant ainsi une grande polémique qui restera sans doute dans les annales. Je pense que l'univers prévaut. Et là-dessus, je dirais que sur les sanctions, évidemment, il y a les mécanismes d'incitation hors jeu qu'on connaît, point d'expérience, atout, compétences. Mais je privilégierais les sanctions en jeu, internes au jeu, que ce soit les informations ou le soutien de PNJ ou les sanctions que des PNJ peuvent apporter, et aussi les PJ qui assurent tous ensemble un contrôle social. C'est ça l'idéal, à mon avis, dans le jeu, c'est que ce soit en jeu qu'on résout l'évitement ou le contournement des règles. Et c'est là que l'intersubjectivité, la relation entre les personnages, elle tend mécaniquement à la fois à faire converger les personnalités et à en sublimer les aspérités. L'entrée dans le groupe d'aventuriers, par extension dans l'univers proposé, équivaut, on l'a tous dit, à un contrat tacite, dont le non-respect peut conduire à l'exclusion réelle ou simulée dans le jeu. Et tous les MJ sadiques seront d'accord avec moi, donc tous les MJ seront d'accord avec moi. Le plus intéressant, c'est quand tous les personnages joueurs n'ont pas tout à fait les mêmes intérêts, et même qu'ils ont des intérêts contradictoires, parce que là, il va se créer des divergences, et on va voir comment est-ce qu'ils vont gérer les antagonismes. Les joueurs donc, vont jouer avec ce système, et ils le savent d'ailleurs, ils le savent tellement que tout l'humour méta, généralement, c'est l'incorporation, l'intériorisation des codes du système et de l'idéologie du système, et notamment quand on se moque des archétypes entre elfes et nains, qui est un archétype de xénophobie. Donc il nous importe de voir finalement en quoi comment le joueur va trancher des dilemmes. Et là, sur dilemme, d'abord, je définis éthique, c'est la question de savoir quoi faire quand il n'est pas évident de savoir quoi faire. C'est-à-dire quand on ne sait pas avec certitude ce qu'il faudrait faire. C'est là qu'entre en jeu la hiérarchie des valeurs. Donc il ne s'agit pas de décider si je fais l'action qui va tuer le gentil ou tuer le méchant. Il s'agit d'avoir un doute, véritablement un doute sur un choix difficile. Par exemple, quel compagnon sacrifiez-vous ? Et en fait, cette réflexion m'est venue d'une partie, et je pense qu'on a été nombreux en MJ à vivre ça, où j'ai été confronté à un joueur qui, face à un dilemme, n'a pas su choisir. Alors, en fait, souvent, il arrive qu'ils ont du mal à choisir et juste, ils perdent du temps. Mais là, il n'a pas su choisir et c'était une situation d'urgence. Alors, il en arrive souvent, donc j'ai mis un timer et au bout d'un moment, il fallait qu'il sauve une des deux personnes. Les deux sont mortes parce qu'il n'a pas su choisir. Et ça fait penser au paradoxe de Buridan sur l'âne. Je ne sais pas si vous connaissez, Aristote aussi en avait déjà parlé. C'est un âne qui a soif et qui a faim. D'un côté, il a une gamelle d'eau, d'un côté, il a une gamelle pour manger. Et il n'arrive pas à se décider, du coup, il meurt de faim et de soif. Et théoriquement, ça marche. Dans la pratique, il n'y a pas d'âne. Enfin, normalement, il n'y a pas d'âne dans la vie humaine. Et normalement, vos personnages ne sont pas des ânes. Pourquoi, du coup, j'ai été confronté à un âne ? Pourquoi, je ne le cite pas, il m'excusera, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il y a un personnage qui n'a pas eu la densité dans son background pour dire, voilà le choix que je fais. Et est-ce que c'est son personnage ou est-ce que c'est le joueur qui n'a pas réussi à faire ce choix ? Et donc, voilà comment je me suis dit, il va falloir densifier la question de la logique biographique parce que forcément, la morale, la hiérarchie des valeurs qu'on met en place, elle est issue de notre trajectoire biographique, elle est issue du récit biographique qu'on fait. Et cette intuition sociologique, tous les rôlistes l'ont, le jeu de rôle là foncièrement, puisque la construction du background, c'est véritablement la construction d'un habitus. On écrit ses origines sociales, on écrit sa dernière profession, son entourage, etc. Donc en fait, on a les éléments que n'importe quel sociologue demande en entretien au bout de la 3e ou 4e question, une fois que le verre de bière est entamé. Donc, j'interroge cette question de l'éthique et on arrive sur ce dont Frédéric Frérot avait déjà parlé, c'est ce continuum déterminisme-existentialisme dans le jeu de rôle, avec les éléments de conditionnement qui sont la fiche perso, le contexte de jeu, les éléments de destin, de prophétie et de scénario, et qui s'opposent à la liberté de jeu et de narration, c'est-à-dire la capacité de chaque joueur à faire varier des situations et de peser sur le cours des événements, sans quoi d'ailleurs le jeu de rôle n'aurait peu d'intérêt. Et d'abord, un premier constat. Pour que les joueurs soient amenés à se construire une identité, une personnalité, une éthique, il faut qu'ils soient protégés. Tous les MJ ont aussi vécu cette scène. La première partie d'un personnage, ils sont prêts à passer 2 heures pour trouver l'armurerie, pour trouver le matos. Et le vrai dilemme, c'est est-ce que je prends d'abord une épée ou un bouclier ? Et là, c'est un dilemme atroce et qui est l'essence de leur question éthique. Et à en croire, du coup, les premières interactions dans un jeu de rôle, en fait, on incarnerait que des personnages pingres, adeptes du marchandage. Voilà la personnalité la plus fréquente dans le jeu de rôle. On est d'ailleurs ici dans ce que Maslow a appelé la pyramide des besoins. En fait, effectivement, notre premier besoin, c'est un besoin sécuritaire, matériel, et tant que celui-là, il n'est pas assouvi, eh bien, on ne passe pas à des besoins identitaires et moraux.
Et donc, donnez vite un bouclier à vos personnages pour qu'ensuite ils puissent se construire une éthique. C'est aussi ce que Engelhardt a évoqué sur cette question du post-matérialisme. Finalement, l'idée que les valeurs dépendent essentiellement du degré de développement de la société, donc de l'univers dans lequel vos personnages sont amenés à évoluer, et de la place de votre personnage dans cette société. Et c'est de cette relation-là que va naître la question éthique. S'en poursuit donc cette question de l'intuition sociologique, avec l'idée que la morale n'est pas théorique, elle est le produit de logique biographique, et elle n'est pas non plus absolue, elle est au contraire circonstanciée, relative, on n'a pas la même morale tout le temps. L'identité n'est pas donnée en soi. Hier, sur la table ronde sur le genre, on se demandait mais c'est quoi jouer une femme et aussi c'est quoi jouer un elfe? En fait, ça dépend de l'univers. Évidemment que ça dépend de l'univers. Dans tel univers, ça voudra dire telle chose parce qu'il y aura tel rôle social qui sera attribué à telle identité, et dans un autre, ça voudra dire autre chose. Et si moi, je dois jouer Jonathan Boquet dans un autre univers, Jonathan Boquet ne sera pas Jonathan Boquet. Et pour poursuivre sur la question de ce matin, Lénine ne serait pas Lénine, à mon avis, dans un autre univers. Donc, comment est-ce qu'on met à jour, finalement, l'expression et l'interprétation d'un personnage? On ne peut le faire qu'à partir du moment où on l'a inscrit dans l'univers. Donc là-dessus, je souscris à ce qui a été dit tout à l'heure. On ne construit qu'un personnage au fur et à mesure, et on le met à jour à l'intérieur de l'univers avec les conditions sociales d'élaboration et d'évolution de son personnage, définies évidemment par la fiche tirée, mais surtout par les choix qu'il opère au fil de l'aventure. En ça, on peut dire qu'il est une conscience en devenir. L'aventure est une tension constante entre une dynamique relationnelle et les dispositions du personnage. Et cette tension prend forme, et c'est pour ça que j'insiste sur cette question de l'univers et du maître du jeu qui doit faire vivre l'univers, par les injonctions d'abord du maître du jeu au joueur d'être fidèle à son background, mais surtout d'être confronté à des normes sociales, pris dans un sens très très large. Et donc, de se confronter à cette aspiration héroïque de chaque personnage à s'extraire de sa condition initiale et d'un état ordinaire, mais d'un univers qui ne veut surtout pas de quelqu'un d'extraordinaire et qui n'acceptera pas que quelqu'un sorte de l'ordinaire. Et donc le schéma classique d'un personnage passant d'un niveau 1, où ses compétences sont ordinaires, à un niveau très élevé, où il a une maîtrise héroïque, correspondent à l'idée de la capacité d'un acteur ordinaire à devenir un héros. Le joueur, en fait, se cherche un degré d'autonomie, c'est-à-dire qu'il cherche à s'affranchir de son histoire, de son background, de ses déterminants et de sa fiche personnage. Est-ce que je suis ce que je fais ? Ou ce que mes compétences disent de moi, ou ce que mon background dit de moi? Si tout est décidé par l'un ou par l'autre, évidemment, le jeu n'a pas d'intérêt. Et c'est pourquoi je parlerai d'identité conquérante. L'individu conquiert son identité autant que sa position sociale. Il se redéfinit en permanence par ses actes et se forge sa morale en construisant son récit de vie. C'est là-dessus que j'insisterai. Les modes d'élaboration des personnages sont marqués par une véritable intuition sociologique, on l'a dit, puisqu'ils révèlent en quelque sorte comment est-ce qu'on est confronté à une sorte de destinée, une détermination, et comment est-ce qu'on essaie de s'en sortir. Mais il y a les récompenses au cours de l'aventure, il y a les sanctions, et au fil des niveaux, chaque personnage donnera sa propre définition de la réussite. Quand je disais tout à l'heure devenir un héros, il y a des multiples manières de devenir un héros, et évidemment ce n'est pas nécessairement devenir un gros bill. La singularité du jeu de rôle, c'est que finalement, devenir l'héros, c'est juste s'assurer le fait que l'aventurier écrit sa propre histoire. Je cite Sartre, puisqu'on parle d'existentialisme. « L'homme, s'il n'est pas définissable, c'est qu'il n'est d'abord rien. Il ne sera qu'ensuite, et il sera tel qu'il se sera fait. » Pour poursuivre la lecture sartrienne, qui ne me convainc pas spécialement dans la vie réelle, mais qui me paraît assez performante pour analyser le jeu de rôle, il faut prendre la morale au sérieux, c'est-à-dire considérer qu'elle est au centre de l'identité, et c'est là où je vais vous convaincre que forcément tous les rôlistes sont des fascistes. Le comportement d'un individu engage l'humanité entière. Ce que je choisis pour moi est une manière de dire ce que je souhaite pour le monde, ce que je considère bon pour l'humanité. Si je le fais, c'est forcément que je considère que c'est bon pour l'humanité. Même la posture évidemment anarchiste, même la posture cynique. C'est-à-dire que je considère que globalement, dans mon monde, dans ma conception du monde, elle est nécessairement donc totalitaire. Le décentrement éthique est donc l'expérience pure du jeu de rôle, être en soi et en dehors de soi dans la réalité du jeu. Alors, de prime abord, la confrontation à un dilemme dans le jeu renvoie nécessairement à l'éthique du joueur. Quand on demande aux joueurs, d'ailleurs, comment est-ce qu'ils prennent une décision quand ils sont face à un dilemme, il y a un bon tiers qui répondent le background. Bon, d'accord, ok, ils sont très déterministes, ils ont lu voilà, tout Bourdieu, ils savent que en fait, tout dépend de son enfance et de sa socialisation primaire. Il y en a quelques-uns qui sont plus sincères, qui disent ouais, c'est les compétences de mon perso. Donc, alors c'est génialement sincère, parce qu'en gros, ça veut dire que le gros balèze, il va sauver la veuve et l'orphelin. Par contre, le petit chétif, il fera les poches de ses voisins. Quoi. Voilà, faut s'adapter avec ce qu'on a. Quoi. Et encore plus sincère peut-être, il y a ceux qui disent, en fait, c'est les opportunités.
c'est ce que je peux espérer gagner ou perdre en fonction de mon choix. Là, je pense que c'est un peu la culture du jeu vidéo, où voilà, on se doute bien de ce qui va se passer selon le choix qu'on fait. Je pense que les rôlistes purs sont moins dans cette logique-là. Mais le comportement, du coup, l'expérience holistique est une expérience de l'humanité, est une expérience de l'empathie, donc essence de la sociologie, en ce qu'elle consiste en une expérience de pensée où on se demande comment telle pratique ou tel comportement ou telle procédure apparaîtrait à une personne désintéressée, lointaine ou proche. C'est ça que j'appelle le décentrement éthique, et en ça, effectivement, le jeu de rôle est particulièrement pédagogique. Je ne sais pas combien de temps il me reste. C'est bon? Je suis large? Bon, très bien. Il me reste encore 30 pages à peu près. Donc, parfait. Se créer un nouveau personnage, c'est s'ouvrir à un examen bienveillant et empathique de la pluralité des raisons d'agir. C'est ce à quoi nous engage le jeu de rôle, c'est-à-dire c'est ce à quoi mécaniquement le jeu de rôle, le joueur va tenter de résister en fait. Mais si c'est bien par son personnage que le joueur est amené à faire des choix, il est obligé de se poser la question, qu'est-ce que mon personnage aurait trouvé acceptable ou non acceptable? Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que l'univers d'abord aurait trouvé acceptable et qu'est-ce que mon personnage retient de l'univers? Comment est-ce qu'il s'inscrit dans cet univers? Et ils sont donc l'expérience ethnologique de l'altérité par la confrontation à d'autres cultures et aussi, évidemment, par l'intensité de l'attachement que les joueurs développent pour les personnages, par l'investissement qu'ils mettent dans leurs personnages. Et finalement, je reprendrai donc là la formule d'Amartya Sen. Lui ne parle pas des jeux de rôle, il parle de la sociologie, mais finalement, les jeux de rôle, c'est la même chose, c'est regarder le monde avec les yeux du reste de l'humanité. La question pour le conteur ou le meneur de jeu, c'est de favoriser cette expérience de l'altérité, entre stigmatisation et convention, comment faire vivre cet univers social. Et surtout, c'est l'occasion pédagogique de montrer en quoi nos convictions morales sont fondées sur l'expérience, qu'elles sont relatives, qu'elles sont circonstanciées. Alors, vous allez me dire, je vais tomber dans le relativisme dans pas longtemps. Bon, pourquoi pas? De toute façon, vous êtes fasciste, donc je m'en fous. Je conclurai en incitant les meneurs de jeu à abandonner purement et simplement les concepts d'alignement pour préférer celui de récit de vie, et donc encore sur un concept de sociologie. Quand un joueur rapporte les aventures de son personnage, d'ailleurs c'est rare qu'il rapporte le moment où il s'est fait assommer par un hobbit à la sortie de la taverne ou quand il s'est tiré dessus, hein, il insiste plutôt sur les effets héroïques, mais surtout il insiste sur une forme de construction d'une cohérence. En fait, il cherche à ne pas être dans ce qu'on appelle la dissonance cognitive, qui est un état d'instabilité mentale parce qu'on est pris en flagrant délit d'incohérence de personnalité. Et c'est ça qu'il faut être, c'est ce sur quoi il faut être vigilant en tant que maître du jeu, c'est que le personnage soit cohérent par rapport à lui-même, par rapport à l'univers. La dissonance cognitive, très concrètement, c'est quand vous êtes pris en flagrant délit de mensonge, par exemple, là, ouais, vous allez être un peu mal à l'aise pendant un moment. Et c'est cette question de l'éthique. À quel moment vous mentez sur votre choix éthique? Et ce récit de vie est central parce que la crédibilité du personnage, elle dépend tout autant de son inscription authentique de l'univers proposé par la fiction que de sa propre cohérence identitaire. Et il n'y a pas de raison que le personnage de jeu de rôle soit différent de l'être humain dans cette construction et dans la revendication d'une cohérence identitaire. Je terminerai donc sur l'idée que, alors peut-être une conclusion funeste d'ailleurs, que si on construit son personnage au fur et à mesure, nous savons qui est notre personnage seulement quand il est mort. Et donc, je vous inciterai à organiser des enterrements de vos personnages et à inciter à l'ensemble des personnages que vous avez croisés, joueurs ou non joueurs, à faire des oraisons funèbres pour que vous puissiez savoir à la fin de l'aventure quelle en était la morale. Je vous remercie. Je traverse. Merci, c'était super intéressant. Je voudrais revenir sur un point. En fait, tu disais que finalement, ce qui va déterminer le choix moral, finalement éthique du joueur, en fait, au travers de son personnage, parce que finalement, c'est ça aussi que tu institues au travers de l'aspect finalement que ça pourrait être pédagogique. Il y a un paramètre qui me semble en fait quand même important, c'est qu'en fait le joueur lui il est extra-diégétique et donc du coup il y a aussi des paramètres qui vont influer sur ses choix moraux qui sont comment dire ça, en dehors de l'univers, de ses compétences ou des opportunités que lui propose le jeu en fait. C'est-à-dire le cas par exemple d'un joueur qui veut pas faire un choix moral en fait, mais qui finalement plie par exemple à la pression du groupe ou à la pression même comment dire ça, du mouvement ludique, c'est-à-dire j'ai fait ce choix-là parce que sinon le jeu en fait arrive dans une sorte d'impasse où il y a un blocage qui se fait, ou parce que les autres sinon ils sont pas d'accord avec moi et ça va ça risque de générer des tensions ou des choses comme ça en fait. Donc voilà, quel est ton avis là-dessus en fait?
Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais c'est finalement l'enjeu, selon moi, du jeu de rôle, c'est-à-dire c'est un jeu d'identité sociale. Le pari, c'est de sortir, de s'extraire de sa propre condition. Sans quoi, effectivement, on sera prisonnier de la morale du joueur et pas de la morale du personnage. C'est un pari qui est compliqué, qui est même en fait un peu impossible. Donc l'idée, c'est d'avoir une tendance, c'est de faire le pari de la plus grande extraction possible, la plus grande abstraction possible, pour se réinscrire dans un autre univers et se réinscrire dans un autre conditionnement que le nôtre, avec les limites qui ont été largement évoquées dans la table ronde hier sur la question du genre. C'est qu'une identité sociale qu'on n'a pas vécue, c'est compliqué on ne peut pas la plagier. Donc, dans quelle mesure le jeu de rôle peut effectivement être l'occasion d'en faire l'expérience? Et c'est là où je réinsiste sur, à condition que l'univers soit suffisamment normé et que les codes soient suffisamment rappelés pour, par exemple, une expérience de discrimination soit réellement vécue comme une expérience de discrimination. Après, il y a l'enjeu pédagogique, puis après, il y a la limite aussi de la violence que peut subir dans ce cas-là le joueur qui va vivre quelque chose, soit qu'il vit déjà dans la vie et qu'il n'a pas envie de revivre, soit qu'il ne vit pas dans la vie et du coup, il n'est pas armé pour y faire face. Mais heureusement, il n'y a pas que la discrimination comme expérience de l'altérité, donc il peut y avoir des expériences positives, l'ensemble des fantasmes qu'on peut avoir dans les personnages qu'on incarne. Merci. Merci pour ton intervention. Au tout début, si j'ai bien compris, tu expliquais que le MJ avait la mission de mettre en scène l'univers, la société de l'univers, et notamment de sanctionner les joueurs qui le bouleverseraient. Et ça me fait plaisir que tu hésites, parce que pourquoi est-ce que le MJ ne pourrait pas récompenser les joueurs qui bouleversent le monde? Alors, parce que l'univers ne récompensera pas celui qui le bouleverse. C'est-à-dire que la société ne récompense pas le subversif. Éventuellement, elle se le réapproprie, éventuellement, elle l'utilise, ou alors, un jour ou l'autre, le subversif gagne, il n'est plus subversif et il devient la règle. Donc, c'est la possibilité de renversement d'un pouvoir, d'un changement de société dans les jeux de rôle. Il y en a un certain nombre qui le permettent. Et moi, j'encourage les maîtres du jeu. Moi-même, je le fais, mais c'est peut-être parce qu'effectivement, j'ai cette appétence politiste. Je mets beaucoup de politique dans mes scénarios. Et je donne la possibilité à mes joueurs de peser sur le cours politique du monde. Spontanément, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas forcément le MJ qui doit sanctionner, mais il doit trouver forcément des événements et des personnages qui, dans la société, vont remettre en cause la subversion. Parce que s'il y a un ordre dominant, alors ces dominants ne vont pas accepter que cet ordre dominant soit remis en cause. Je suis anthropologue, moi. Il y a déjà eu pas mal de référents à ma discipline. J'ai beaucoup aimé ce que tu as fait. Mais je me pose une question. Pour l'instant, je travaille aux Philippines sur la manière dont une série de jeux d'origine pratique ludique. Et tout ce que tu viens de dire fonctionnerait relativement mal, en fait, parce que incarner un personnage, elle est perçue à travers le regard d'un joueur qui doit le plus possible être fidèle finalement. Mais dans d'autres cultures, les manières en fait d'incarner sont radicalement différentes. Dès le départ, on a identifié qui est le plus ancien, et même si on essaye de s'en abstraire, en fait, il y a un substrat sociologique sous-jacent qui fait qu'il y a toutes des manières de jouer, en fait, qu'au départ, moi, j'avais pas la perception. Puis avec le temps et l'enquête ethnographique, ça s'inscrit dans le temps, justement. En fait, on voit émerger ce genre de choses, et surtout par comparaison avec ce qui se fait ici. Et je pense que c'est important d'avoir cet arrière-fond-là, particulièrement dans un jeu de rôle où le public se renouvelle, et où la dimension aussi multiculturelle des praticiens. Alors, elle n'est pas encore excessivement présente dans la salle, mais moi je suis frappé, comme je viens de Belgique, comme en Belgique en tout cas, autour des tables, on voit vraiment une évolution à ce niveau-là, et où on voit vraiment que incarner un rôle en amont du monde de la narration, en amont de la manière de jouer, est quelque chose en fait, qui va impacter tout ce que tu as évoqué. Donc même la manière de construire un dilemme moral, en fait, c'est vrai que voilà, mais c'est juste un complément. Voilà, merci beaucoup. J'en prends acte, hein. Effectivement, je pense qu'il y a une dialectique hors jeu et en jeu, et on ne peut pas se défaire du méta et du fait qu'on inscrit le jeu social dans une culture avec ses propres codes. D'autres questions? Thomas, et puis juste pour...
Que ce soit donc tu parles de décentrement éthique hein, du personnage, que ce soit toi ou Isabelle, tu parles aussi des lois de l'univers. Est-ce qu'on peut parler d'un décentrement également hein, qui soit un décentrement métaphysique? Et moi je sais que personnellement j'en vois 3 possibles. C'est jouer dans un monde juste, c'est-à-dire que où les lois de l'univers définissent que les personnes méritantes vont être récompensées. Par exemple, dans Dragon de Poche hein, du Grumpf, le MJ est invité à être plus sympa avec les joueuses si elles se montrent plutôt, on va dire, loyales, bonnes, quoi. Je parle sous ton contrôle, hein, évidemment. Et il y a le monde injuste où en fait c'est plutôt un monde anthropique où ce qui t'arrive de bien ou de mal n'a rien à voir avec ton mérite. Et puis j'en verrai un 3e qui serait le monde transactionnel où en fait tu peux arriver à tes fins du moment que tu es prêt à payer certains prix, certaines transactions, quoi. Qu'est-ce que ce décentrement métaphysique apporte à l'expérience pour le coup sociale et morale Elle apporte les mêmes vertus, je pense, que celles que j'ai évoquées, mais avec d'abord une remarque, c'est que votre présentation me semble assez normative, en fait. Notamment quand vous dites, voilà, c'est une société juste parce qu'elle est basée sur le mérite. Il faudrait définir le mérite. Et puis, est-ce que c'est vraiment plus juste que ce soit basé sur le mérite que par rapport à d'autres choses? Il y a déjà du coup du normatif et du coup il y a déjà en fait une éthique positionnée, située socialement, qui demande une déconstruction et dont l'expérience effectivement serait l'occasion de la déconstruction. Donc oui, les questions métaphysiques comme le reste sont l'occasion de voir autrement les choses. Et la magie, je crois d'ailleurs dans tous les univers qui en usent, est l'occasion de toute façon de se reposer ces questions-là et de changer justement cette question de la source de la magie et du coup la source de la légitimité d'un pouvoir. La même question d'ailleurs que c'était abordé tout à l'heure sur la question du droit, d'où vient le pouvoir, qu'il soit un pouvoir politique ou un pouvoir magique. Merci. C'est bon. Donc merci.